Bienvenue dans Odyssée, l'émission qui s'intéresse à l'humain derrière la politique. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et candidat pour les élections municipales. Nous reviendrons sur son enfance, sur sa préoccupation du moment, ou encore sur les coulisses de sa campagne à la mairie de Paris. C'est tout de suite dans l'Odyssée de Pierre-Yves Bournazel. Eh bien, bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Jérémy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Tu es donc conseiller de Paris, engagé depuis de nombreuses années dans la vie politique parisienne et aujourd'hui candidat à la mairie de Paris. Mais comme tu le sais ici dans Odyssée, on ne va pas s'intéresser à ton programme, mais à toi, Pierre-Yves. Beaucoup de gens ne te connaissent pas encore. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Eh bien, je suis né dans le Cantal, à Rion-Esmontagne exactement. Et j'ai vécu mon enfance en Corrèze, notamment à Tulle, et notamment au lycée de Montpellier de Tulle. Je suis un enfant passionné très jeune d'histoire et de géographie. Mon grand-père avait fait la Seconde Guerre mondiale. Il m'a transmis son histoire et donc son histoire m'a intéressé à l'histoire avec un grand H. Très jeune, je me suis intéressé à la géographie, aux cartes de France, au globe, au monde, là-bas monde, connaître les capitales de tous les pays, connaître toutes les préfectures de France. Je les connaissais mieux quand j'avais 7-8 ans qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie ? Mes parents, c'est la classe moyenne. Mon père dans les assurances, ma mère dans l'éducation nationale. Une enfance, j'allais dire classique, voilà, dans un milieu de classe moyenne. Voilà. T'as des frères et sœurs ? J'ai un petit frère, oui, Maxime. Qui fait quoi dans la vie ? Maxime, il travaille comme développeur pour une grande boîte d'hôtellerie. Et toi, t'étais quel genre d'enfant ? Plutôt calme, plutôt perturbateur ? Plutôt calme, oui. Non, plutôt calme. Calme, ouais. Très calme même. Bon élève ? Bon élève au fur et à mesure, voilà. J'ai pris le temps de décoller. J'étais un élève plus calme, un enfant calme. Mes parents disaient d'ailleurs que on pouvait m'amener dans des soirées avec la musique à fond et je dormais quand même, voilà. Et dans ta famille, on parlait politique ? Non, pas spécialement. Ok. J'ai amené la politique, moi, dans le débat familial. Ah ouais. Est-ce que le goût de l'histoire, de la géographie m'a amené progressivement au débat d'idées. Et donc j'ai acheté très jeune le Nouvel Obs, Le Monde. Je voulais être informé, je m'intéressais à l'actualité, et donc à l'actualité aussi politique. Et après, je voulais regarder les émissions à la télé. Notamment, il y avait une émission qui s'appelait 7 sur 7 avec Anne Sinclair, et je voulais la regarder. Bon, mes parents... oui, parfois, et puis parfois c'était un peu la barbe hein, pour eux. Donc ils disaient bon, voilà. Donc oui, moi j'étais passionné très jeune d'engagement, de vie publique. Et t'as fait quoi comme étude, toi ? Eh bien donc après mon lycée de Montpellier, je suis passé par Sciences Po à Toulouse. J'étais plutôt généraliste parce que j'aimais l'histoire, donc la géographie, mais je me suis intéressé au droit, à l'économie, à la sociologie, aux sciences politiques. Voilà, parce que j'ai besoin d'ouvrir mon esprit. Et t'étais engagé pendant tes études ? Alors, oui, un petit peu. Comment je me suis éveillé à la vie politique au sens, entre guillemets, au sens partisan du terme. Je viens de Corrèze, donc il y avait une grande figure qui était Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, en Corrèze, c'était un homme très apprécié, parce qu'il a développé le territoire, parce qu'il y a amené de l'emploi, parce qu'il avait de l'empathie. Tout le monde disait Jacques Chirac, il s'intéresse à tout le monde. Et c'était très vrai, il dégageait une vraie chaleur humaine et il s'occupait bien de son territoire et des personnes. Et puis c'était la fin des années Mitterrand. C'était pas les meilleures années pour s'intéresser à la gauche. Parce qu'on disait c'est le retour des affaires, il y avait beaucoup d'enquêtes sur des possibles malversations, corruption. Bon, c'était assez dur hein, pour le PS de l'époque. Donc j'ai plutôt regardé de ce côté-là, plutôt centre-droit, droite modérée. Mon grand-père, lui, ne faisait pas de politique au sens partisan, mais il avait une certaine admiration pour le général de Gaulle, hein, parce qu'il avait fait la guerre, la résistance, c'était des choses très importantes pour lui. Voilà. Et puis quand on prend un peu de recul, finalement, j'ai trouvé que, en tout cas, le début des années Mitterrand, c'était quand même pas mal. L'abolition de la peine de mort, c'est quand même pas rien. Robert Badinter figure dans mon panthéon politique. Les radios libres, c'est quand même pas rien, 1982. Les radios libres. Et mon ami Max Guazzini, qui a fondé Énergie, qui est un de mes soutiens aujourd'hui à Paris, était dans cet engagement-là, dans cette cause-là. Donc, il y a eu un vent quand même de liberté qui a soufflé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être sectaire dans la vie, et puis il faut être capable
discerner ce qui est bien dans chaque politique, dans chaque parti, et bien distinguer aussi les qualités des hommes et des femmes qui font la politique. Et tu avais des engagements associatifs ? Ouais, alors, mon premier, très jeune, c'était j'ai aidé au lycée les Restos du Cœur. Voilà. Ouais. Parce que j'avais des amis qui m'ont emmené dans cet engagement, et on a fait de la distribution alimentaire. Et j'ai gardé ça d'ailleurs. Tu fais encore aujourd'hui ? Au moment du Covid en tout cas. Ok. Au moment du Covid, comme député, j'avais la possibilité d'aider, et j'ai aidé des associations, notamment à faire de la distribution alimentaire. Oui. Tu as été élu plutôt jeune, à 30 ans, dans le 18e arrondissement. Tu étais le président du groupe UMP du 18e et conseiller de Paris. Comment t'es parvenu à te faire une place ? C'est une très bonne question. Quand on n'est pas issu du CIRA, qu'on n'est pas héritier, on sonne à la porte. Si la porte est fermée, on rentre par la fenêtre. Voilà. Et puis, je pense avoir bossé, travaillé. Voilà, je me suis toujours engagé à fond sur des idées. Je pense que la politique, c'est d'abord des convictions, des idées, des principes et des valeurs. Et je pense savoir ça. Et puis après, j'ai fait des bonnes rencontres aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des gens bien aussi en politique qui se disent quand quelqu'un en veut, qu'il a une capacité de travail, eh bien on va plutôt l'aider plutôt que de lui mettre la tête sous l'eau. Voilà. Il y a des gens qui t'ont aidé du coup ? Il y a des gens qui ont été tout à fait accueillants. Puis il y a aussi des gens qui vous accueillent mal. Il y a des gens qui sont jaloux, frustrés, aigris. C'est un monde dur, la politique. J'ai appris ça, donc il faut avoir une carapace. Voilà. Tu as des mentors du coup en politique ? Mentor, je ne sais pas si le mot mentor est un... je suis très libre et très indépendant d'esprit. C'est un peu ma marque de fabrique. Mais je peux avoir des références, oui. Des gens qui m'inspirent. Et qui sont tes références ? Oh, il y en a plein. Alors, dans l'histoire, déjà, j'ai des gens qui peuvent être très divers. Simone Veil, une femme courageuse, engagée, convaincue, qui a traversé jeune l'horreur et qui a affirmé des principes et des valeurs. On le sait, pour la cause des femmes, pour la cause de la réconciliation avec l'Europe. Donc oui, je pense que son message, il faut le méditer. Je parlais tout à l'heure de Robert Badinter, je pourrais citer Robert Badinter, qui s'est battu pour un progrès humain, l'abolition de la peine de mort. Ce sont des choses très importantes pour moi. Mais sinon, dans mon panthéon, on pourrait retrouver aussi bien des gens qu'on classe à droite, même s'il inclassable pour moi le général de Gaulle, que Pierre Mendès France, qu'on classe à gauche, parce que je pense que ce sont des hommes de valeur. Après, aujourd'hui, je me suis engagé, moi, très jeune, avec François de Panassieux, qui était UMP à Paris. Et aujourd'hui, j'ai dans mon panthéon aussi Bertrand Delanoë, qui a été maire socialiste de Paris, parce que c'est un bon maire de Paris, un maire qui aimait les Parisiennes et les Parisiens, un maire créatif. Et j'ai soutenu, comme élu, alors de l'opposition, de manière constructive, ses projets sur le tramway, sur Vélib, sur Autolib, sur la Nuit Blanche, sur Paris-Plage, sur l'aménagement des voies sur berge rive gauche, déjà à l'époque. Et ce fut un honneur et un plaisir, d'ailleurs, lorsqu'il m'a soutenu chez moi, aux législatives, en 2022 et en 2024. Donc, je pratique la politique sans sectarisme. Pour moi, il y a des principes et des valeurs. Je combats l'extrémisme politique, je combats essentiellement les gens d'extrême droite, je combats le populisme, d'où qu'ils viennent, l'ultra-radicalité, tout ce qui amène à la division des citoyens, tout ce qui amène au rejet de l'autre. Je combats l'antisémitisme, le racisme, les LGBT-phobies. Je suis pour une société de tolérance et de liberté. Et une fois qu'on a dit ça, il faut se battre pour. Parce que ce sont des acquis qui sont en train d'être déconstruits par des gens qui veulent mettre à mal nos démocraties. Et on le voit à l'intérieur de notre pays, on le voit à l'intérieur de notre démocratie européenne avec la progression des forces populistes et nationalistes, mais on le voit dans une grande démocratie comme les États-Unis. Et donc si on est fort sur nos principes, sur nos valeurs, alors le débat d'idées n'en sera que meilleur pour faire avancer la cause de nos citoyens en termes de pouvoir d'achat, en termes d'accès au logement, en termes de déplacement de mobilité, de lutte contre les discriminations. Il y a tant à faire. Donc tu es né dans le Cantal, tu l'as dit, oui. Tu as grandi en Corrèze et tu as fait tes études à Toulouse, oui. Sciences Po Toulouse. Qu'est-ce qui t'a amené à Paris et pourquoi tu es à Paris à cœur aujourd'hui ? Vous savez, quand on vient de la Corrèze, Paris, c'est tellement attractif. Je pense qu'on rêve de Paris partout dans le monde. Du fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, de l'Amérique du Sud et au fin fond de la Corrèze. Qu'est-ce qui te fait rêver dans Paris ? Paris, c'est une promesse pour moi.
Promesse de liberté d'abord. Je suis venu vivre ma vie comme je l'entendais, et une promesse d'avenir. Donc j'ai aimé tout de suite cette ville. J'ai aimé notre ville, Paris. J'aimais m'y promener, j'aime toujours marcher à Paris, découvrir des quartiers, des villages, regarder son urbanisme. J'aime flâner, j'aime les librairies. J'ai aimé tout de suite les théâtres et les cinémas, parce que quand on vient de Corrèze, c'est plus compliqué les théâtres et le cinéma. J'aimais regarder les appartements éclairés, parce que vous n'avez pas ça, vous, à la campagne. J'aimais regarder les appartements éclairés, c'était la vie. Et c'est la vie. Pour moi, Paris, c'est la vie. Tu as été au contact du pouvoir, mais aussi sur le terrain. Tu as connu des campagnes électorales, des alliances, des ruptures, des victoires comme des échecs. Qu'est-ce qui te motive à te continuer encore ? J'ai ça en moi, j'ai la passion de Paris. Mon engagement, c'est Paris, c'est 100% pour Paris. J'aime cette ville, j'ai tissé une relation de confiance aussi avec les Parisiennes et les Parisiens dans la durée. Je crois à la constance, je crois à la fidélité. Je pense que la légitimité, c'est d'abord l'authenticité. Même mes pires ennemis me reconnaissent ça. Et donc c'est ma modeste marque de fabrique, mais c'est ma marque de fabrique. Donc je continue et je pense que quand on a des convictions, des idées. Aujourd'hui, j'ai rassemblé par exemple 367 citoyens experts qui chaque jour, depuis plusieurs mois, travaillent avec moi à la vision d'avenir de Paris, du Grand Paris, à un projet pour notre ville, pour les Parisiennes et les Parisiens, à des solutions très concrètes et opérationnelles pour améliorer la qualité de vie, préparer la vision pour le défi écologique, les questions économiques et sociales. C'est quoi Paris dans 10 ans, dans 20 ans ? Comment on y arrive ? Qu'est-ce qu'on fait pour un espace public plus apaisé ? Qu'est-ce qu'on fait pour tendre la main à des personnes qui sont au bord du chemin et les remettre avec nous, en commun, pour les faire réussir dans leur vie familiale, sociale. Tout ça, c'est un gros travail. Et quand on a la passion, on ne peut pas être arrêté. Tu as dit que tu as tissé une relation de confiance avec les gens. Comment on tisse une relation de confiance ? Dans la durée. Et comment ? Par des preuves. Mais en étant toujours là. Je n'ai pas changé. Quand j'ai eu des défaites, je ne suis pas parti. Je suis resté fidèle aux habitants du 18e et de Paris. J'ai continué de travailler sur les dossiers. J'ai toujours plaisir à rencontrer des gens, à découvrir des sujets. J'aime apprendre, j'aime comprendre. Et ce parcours-là m'a densifié, m'a ouvert les yeux sur des sujets que j'abordais pas il y a 15 ou 20 ans. Voilà, donc tout ça me donne de la force, beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. C'est quoi le moment le plus marquant de ta carrière ? Oh bah, il y en a plein, hein. Il y a plein de moments. Il y a des rencontres dans les permanences. Depuis des années, j'ai fait des milliers d'heures de permanence. Donc j'ai rencontré des gens tellement différents. T'en fais encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'en fais encore aujourd'hui. Donc j'ai rencontré des personnes tellement en difficulté que vous dites qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand vous rencontrez une maman qui vous dit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir parce que elle est seule avec ses enfants, c'est dur de s'en occuper, parce qu'elle travaille mais qu'elle ne gagne pas beaucoup, que le logement c'est compliqué, que l'éducation c'est compliqué. Vous dites qu'il faut trouver des solutions, pas que pour cette maman, mais pour toutes les mamans solo qui sont dans sa situation. Quand vous avez une personne qui vient dans votre permanence et vous dire que c'est une femme battue, mais qu'elle n'a pas les moyens de partir, qu'elle ne sait pas comment faire, vous voulez l'aider, parce que vous l'avez là. Et vous dites c'est pas possible, donc vous battez pour elle, mais vous essayez de trouver des solutions globalement pour toutes ces femmes. Autre exemple, j'ai beaucoup traité le cas de familles qui sont dans du logement insalubre. Ces familles sont en danger parce que les logements insalubres, ça peut créer des incendies, et ça crée des problèmes de santé au quotidien, humidité, etc. Bon, et ben vous dites il faut régler ce problème. Moi, à Paris, j'ai été élu d'opposition, j'ai pas eu les manettes, mais comme député, j'ai essayé de faire bouger les choses. Donc, j'ai fait voter un amendement qui a été voté à une voix près, comme quoi toute voix compte, à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui c'est la loi donc, et des décisions de justice s'appliquent. J'ai fait voter un amendement qui permet aujourd'hui aux juges de réquisitionner les biens des marchands de sommeil définitivement condamnés. Voilà. Vous louez un appartement insalubre, c'est illégal.
on pouvait vous condamner, on vous condamne toujours, mais en plus, on peut vous prendre votre logement, on peut le prendre au propriétaire, le remettre aux normes et le redonner à des familles qui en ont besoin. Eh bien, voilà une cause qui m'était chère et j'ai pu avancer et concrétiser une solution. Et c'est quoi ton plus grand échec en politique ? Oh, bah, j'en ai plein. Hein. D'abord, j'ai perdu des élections. Voilà, donc voilà. C'est la démocratie. Et moi, je suis très respectueux des choix des habitants. Je n'ai pas choisi le plus facile. Hein. J'ai choisi, je dis, de rester très fidèle au 18e, qui est très, très à gauche. J'ai beaucoup de gens de gauche qui votent pour moi, pour la personne, pour mes engagements écolos, sur la culture, le soutien à la création, sur les questions sociales et de solidarité. Mais vous avez des gens qui votent aussi étiquette. Donc, c'est un combat forcément plus difficile. Mais j'ai perdu des combats sur des sujets. Des votes à l'Assemblée, notamment, par exemple, sur la fin de vie. Donc là, le combat va être gagné. Tu crois ? Oui, j'y crois profondément. Mais en 2021, j'ai soutenu avec Olivier Falorni et beaucoup d'autres députés un texte. Et ce texte, on n'a pas pu le faire aboutir. Donc pour moi, c'était un échec parce que j'avais voté la PMA, par exemple, pour toutes. C'est un progrès démocratique. Moi, je suis pour une société de progrès. La fin de vie, je pense que c'est un texte de progrès. Donc là, il est en bonne voie. Et j'espère que cette fois, ça va fonctionner. Parce que des millions de nos concitoyens l'attendent. Et c'est ça qui est important. Tu as donc été député de 2017 à 2022. Tu retiens quoi de cette période ? Période intense. J'étais un député bosseur. Et toutes les études le montrent, très présent à l'Assemblée nationale, très engagé sur un certain nombre de thématiques, notamment la thématique écolo. Et les ONG, d'ailleurs, m'ont classé 5e député le plus écologiste de France en 2017 et 2022. Et pour moi, c'était un honneur, mais on n'en a pas fait assez. J'ai perdu beaucoup de combats sur ces sujets. Je m'étais battu pour l'interdiction du glyphosate. J'ai été, en 2018, le seul député parisien à voter pour l'interdiction du glyphosate. Je me suis beaucoup battu pour le changement de notre modèle agricole et industriel, pour qu'il y ait une vraie transformation écologique de notre modèle. Je me suis battu sur les questions d'alimentation, pour notamment nos cantines de nos enfants, ou les cantines pour les entreprises, ou pour les collectivités, pour qu'on apprenne à savoir manger, qu'on développe les filières biologiques et les filières locales. C'est un travail minutieux, battu contre toutes les politiques qui amènent à nous polluer partout dans nos villes et dans nos campagnes, et avoir une action aussi sur ces sujets résolument européenne et internationale, parce que c'est bien à cette échelle qu'on peut agir et obtenir des résultats. Et ce combat-là, il est loin d'être gagné, il va falloir le poursuivre et l'amplifier. Et est-ce que c'est pas dur de retourner à une vie plus normale, après 5 ans, à l'Assemblée nationale ? Non, parce qu'il ne faut pas s'attacher ni au lieu qu'on occupe, ni aux fonctions qu'on occupe. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient aux citoyens. C'est eux qui votent, c'est ça la démocratie. Donc évidemment, j'aurais préféré être réélu député. Ça s'est joué à 51-49. C'était serré. Bah, écoutez, je peux le vivre personnellement de manière injuste, mais c'est les citoyens qui ont tranché. Donc justement, on va parler un peu plus de ce que toi, tu ressens. Est-ce que tu as déjà traversé des moments de déprime en politique ? Je ne sais pas si c'est... Personnellement, il y a des moments moins faciles. Ouais. C'est sûr. Enfin, on ne va pas se plaindre. On est engagé, on est passionné. Et comment tu te relèves de ça ? C'est le caractère, c'est le tempérament. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, je regarde devant. Et j'ai toujours cette passion de l'engagement, et donc ça m'aide beaucoup d'énergie. Et puis je suis accompagné. Je ne suis pas seul. Et la fidélité, l'engagement de femmes et d'hommes à Paris, autour de moi, ça m'aide. Voilà. Et ça me donne de la force. Alors après, il y a des moments plus difficiles, oui, bien sûr. Quand vous perdez des combats électoraux ou des combats dans vos mandats sur un certain nombre de sujets, vous vous dites, c'est pas juste, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais en même temps, il faut avancer, il faut vous relever. Vous n'avez pas le droit de rester dans votre coin et à pleurnicher sur votre sort. C'est pas dans mon caractère, c'est pas dans mon tempérament. Et quand je vois tellement de galères autour de moi, tellement de souffrances, je me dis, tu as la santé, tu as l'énergie, tu as de la chance. Donc, fonce. Et comment tu gères le stress au quotidien ? Comment je gère le stress au quotidien ? On a toujours un peu le stress avant un événement marquant. Ouais, sûrement. Bientôt, tu as ton premier événement de campagne.
avec Édouard Philippe à Paris. Typiquement, j'imagine que ça doit faire un peu de stress, un peu de pression. Comment tu gères ça? Oui, mais je fais du sport, déjà, un petit peu de sport, donc Tu fais quoi? je marche beaucoup déjà. J'aime Ok. marcher, tous les jours je marche. Les 10 000 pas, je les fais largement, hein. Voilà. Et je cours un peu. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vois des amis, je vois de bons films, je lis, je rigole, voilà, je vis quoi. T'as des recommandations? En film, en livre? En livre, là je suis en train de lire Bleu de Michel Pastoureau. Ok. Donc c'est très érudit, mais ça demande une certaine concentration, mais j'apprends plein de choses sur l'histoire de cette couleur bleue. Je pense que je le ferai pour les autres couleurs. Voilà, ça m'a intéressé. Qu'est-ce que je découvre d'intéressant en ce moment? Dernier film, ça fait un petit moment. Qu'est-ce que je suis allé voir? Cette année, j'ai vu le biopic là, sur Aznavour. Et t'as un film préféré? Ah oui, j'ai des films préférés. Si tu dois nous en citer un ou deux. Les choses de la vie, de Claude Sautet, avec Ok. Romy Schneider et Michel Piccoli. J'aime bien les films de Claude Sautet, j'aime bien les films de Philippe de Broca, j'aime bien les films de Chabrol. Qu'est-ce que j'aime bien de manière peut-être plus récente, les films Les Visiteurs, parce que Ok. voilà. Tu les avais pas vus? Si, mais je les ai revus, ça m'a rappelé mon adolescence, donc voilà. Je préfère le premier. Hein. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Un livre peut-être? Est-ce que t'as un livre? Le livre préféré. Un livre, ça n'existe pas. Mais j'aime beaucoup Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Adrien. Voilà, parce que on apprend beaucoup. La pureté de la langue, ça fait beaucoup de bien. C'est quoi le titre du livre? Les Mémoires d'Adrien. Les Mémoires d'Adrien. Mémoires d'Adrien. Voilà. Okay. On l'affichera à l'écran. Voilà. Marguerite Yourcenar, première femme à accéder à l'Académie française. Du coup, tu t'accordes quand même pas mal de moments pour toi? Pas assez. Pas assez. Pas assez. Tu le reconnais? Oui, mais bon, j'ai choisi cet engagement. Donc, je peux pas dire le dimanche matin, je vais pas aller voir des habitants parce que je préfère rester chez moi. Le soir, je vais pas dire tiens, il y a une réunion d'échange avec d'autres habitants, d'autres parisiennes et parisiens, je préfère rester chez moi. Donc oui, ça nécessite d'avoir une certaine souplesse dans son agenda et une certaine disponibilité. Et c'est normal, je l'ai choisi. Mais pour être bien dans sa peau, pour être bien avec les autres, il faut aussi se trouver des moments de liberté pour rêver, pour flâner, pour lire, pour se cultiver, pour être avec des amis tout simplement et profiter de la vie. On parle de plus en plus de santé mentale. Oui. Des jeunes, des travailleurs. Toi, comment tu vas? Moi, je vais bien. Tu vas bien? Je me supporte plutôt bien et j'espère que les autres me supportent bien. Et est-ce que quand tu vas un peu moins bien, est-ce que tu arrives à demander de l'aide? Bah, il faut savoir tendre la main aux autres et accepter la main tendue des autres. Oui, la question de la santé mentale, d'ailleurs, c'est une question sur laquelle je travaille, qui est une vraie question aujourd'hui. On a un vrai problème à Paris et dans notre pays, mais je connais bien Paris. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide et aujourd'hui on ne les soutient pas assez, donc il va falloir travailler un accompagnement sur le plan psychologique et parfois sur le plan psychiatrique de personnes qui sont complètement désociabilisées. Bon. Et puis en amont, il faut détecter. Et la prévention, ça doit compter dans toute politique de santé. Pas que sur la santé mentale d'ailleurs, mais notamment sur la santé mentale. Et donc on est en train d'y travailler et on fera des propositions très concrètes et très opérationnelles pour traiter cette question de la santé mentale. C'est un sujet qui s'est révélé après le Covid. Toi, comment tu as vécu cette période du Covid? À titre personnel, ça allait. Ouais. J'en ai profité un peu. J'ai bossé parce que comme député, j'étais un député de Paris, donc quand il y a eu des textes... Ouais, justement, comment ça se passe, ça? Quand j'ai eu des textes à voter en urgence, je représentais mon groupe à l'Assemblée, parce qu'on ne pouvait pas tous être à l'Assemblée. Hein, T'étais seul? De mon groupe, sur un texte, j'ai été seul, oui, parce que c'était un petit groupe. D'accord. Après, j'ai fait pas mal de soutien à un certain nombre d'assauts. Sur le soutien scolaire, sur justement l'aide alimentaire. J'ai fait de la distribution d'ailleurs alimentaire avec un certain nombre d'associations à l'époque. Et puis le temps que j'avais, parce qu'on en avait beaucoup quand il y avait ce confinement, j'en ai profité pour lire, pour regarder des films. Et je crois que je me suis fait en quelques semaines tout Colombo. Ah oui. Voilà, par exemple. Et toi, t'étais confiné aussi? Ah bah oui. Quand t'étais député, ouais. On avait les mêmes règles. Alors après, lorsqu'il y avait des textes en urgence, il y avait
la possibilité d'aller à l'Assemblée nationale, quoi, parce que je représentais par exemple mon groupe. Oui, j'avais... Elle devait être vide, non? Ah ben, l'hémicycle était clairsemé, puisqu'il y avait des règles très strictes. Il faut se rappeler qu'il y avait beaucoup d'inconnus. On ne savait pas trop ce qu'allait devenir ce virus, comment elle allait évoluer. C'était un moment très difficile. T'étais inquiet? Moi, j'étais inquiet, bien sûr. Bien sûr. J'étais inquiet pour la santé de mes proches. J'ai pris le temps de d'écrire et de téléphoner à beaucoup de gens aussi, que j'avais pas vu forcément depuis très longtemps. C'était l'occasion de se poser, de prendre des nouvelles. Et j'ai même malheureusement perdu des amis. Ah oui. Oui, dans la première vague du Covid, malheureusement. On va revenir sur un autre sujet. Oui. Du coup, est-ce que tu as déjà pris des décisions politiques à contre-cœur? J'essaie d'éviter ça, mais ça a pu arriver. Vous savez, dans les engagements politiques, dans les partis où vous n'êtes pas seul, donc parfois il y a une logique majoritaire. Et alors quand c'est à la marge, vous ravalez votre salive, vous dites c'est pas tout à fait ce que j'aurais dit ou ce que j'aurais fait. Bon. Et puis quand ce sont des sujets essentiels, quand c'est non, c'est non. Voilà. Donc j'ai cette liberté de ton, cette indépendance d'esprit, et j'entends l'exercer. Et je l'ai exercé. C'est la raison pour laquelle, je le disais par exemple tout à l'heure, j'ai voté les projets de Bertrand Delanoë, alors que j'étais dans son opposition municipale et que cette opposition me disait il faut voter contre. Et tu aurais pu voter un budget en étant dans l'opposition? Alors non, parce que quand on vote un budget, ça veut dire qu'on rentre dans la majorité. Ah. C'est la marque. Mais j'ai voté des projets... Mais ça, c'est une tradition, mais enfin, c'est écrit nulle part en vrai. Oui, mais si on vote un budget, ça veut dire qu'on est d'accord sur la majorité des sujets. Donc à ce moment-là, il vaut mieux rentrer dans la majorité et être clair avec les gens. J'avais des différences sur un certain nombre de sujets. Et comment on fait quand il n'y a pas de majorité, du coup? Clair. Comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale, typiquement. Il faut trouver des compromis. La vie, c'est un compromis permanent. Vous êtes dans la rue, il faut un espace public partagé. Dans votre famille, avec vos parents, avec vos enfants, avec votre compagne ou votre compagnon, vous devez trouver des compromis pour vivre ensemble. C'est comme ça pour l'Assemblée nationale. Et comment on fait un compromis, du coup? Écouter l'autre, comprendre de l'autre, respecter son point de vue, accepter les points de divergence et se dire là-dessus on est en désaccord et on se mettra pas d'accord. On va peut-être pas le traiter puisqu'il n'y a pas de majorité, mais il y a des sujets sur lesquels on peut faire un effort vis-à-vis de l'autre. Et les sujets d'intérêt général, l'éducation, on n'est pas capable de faire quelque chose pour nos enfants, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, on doit pouvoir faire quelque chose pour nos enfants et se mettre d'accord sur quelques priorités. Sur les personnes les plus vulnérables, sur le pouvoir d'achat de ces personnes, on peut se mettre d'accord. Sur la question de la transformation écologique, on est tous dans le même bateau, sur la même planète, on peut faire quelque chose, nous convienne. Sur tous les sujets, on peut faire quelque chose. Sur la militaire et la défense, alors que le monde menace, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Bon, pour ça, il faut sortir de son confort, il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas se regarder le nombril. Et il faut apprendre à travailler avec les autres. Et est-ce que le 49.3, c'est une solution, du coup? C'est pas ce qu'il y a de mieux, le 49.3. Mais bon, c'est une arme, j'allais dire, juridique, constitutionnelle, elle existe. Elle est dans notre démocratie. Mais ça doit être vraiment le dernier recours, parce que honnêtement, je pense que c'est le dialogue. Pierre Mendès France disait « La démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. » Je crois beaucoup à ça. Je crois que le dialogue permet de mieux se comprendre, de retirer un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur l'autre, et de pouvoir faire avancer une cause, que ce soit à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un parti politique, à l'échelle d'une association. J'ai demandé à ChatGPT tes 3 qualités et tes 3 défauts. Bon, je m'accroche. Expérience politique, propositions concrètes et capacité à rassembler pour les positifs. Et pour les négatifs, trop réservé, trop prudent et peut manquer de flexibilité. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Il faudrait demander aux gens qui me suivent et qui me connaissent. Je prends les qualités et j'en rougis. Et je prends aussi les défauts et on va essayer de corriger. Alors, trop réservé, trop prudent, ça peut vite changer. Avec la campagne qui va venir, je montrerai moins de réserve. Je suis peut-être pudique, surtout. Voilà. Mais je pense que c'est pas rédhibitoire. Et dans une campagne, on se révèle, ou pas d'ailleurs. T'avais déjà commencé un peu une petite campagne il y a 5 ans. Oui. Pourquoi t'as pas été jusqu'au bout? Parce que il n'y avait pas de chemin. Cette fois, il y a un chemin. Je le vois, je le sens. Et tu resteras? Ah oui, je suis très déterminé, parce que nous sommes prêts
Nous avons une vision, nous avons un projet, nous avons des convictions à défendre. Nous portons un changement positif et progressiste pour Paris et pour toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. C'est-à-dire que c'est un changement qui permet de préparer l'avenir, amener un nouveau souffle, un nouveau cap, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Le changement que je porte n'est pas celui de la démolition, de la destruction, n'est pas celui d'une revanche ou d'une vengeance, ça ne m'intéresse pas. Et donc sur cette ligne progressiste et positive, on a un solide projet, une belle équipe, diverse, avec des gens qui viennent de la droite modérée comme de la gauche, du centre, de la société civile, des hommes et des femmes qui aiment Paris et qui veulent servir les Parisiennes et les Parisiens. Ça sera un mandat de 6 ans, peut-être même de 7 ans, exceptionnellement, parce que la fin devrait arriver en 2032, l'année de la présidentielle, donc il pourrait être prolongé d'1 an. Et donc, on ne joue pas avec Paris. Il faut bien réfléchir. Qui est prêt, qui a la légitimité, qui a le bon projet, qui a les bonnes idées, et qui veut vraiment servir Paris, car Paris n'est pas un marchepied ou un trépied. Il faut un vrai maire de Paris, une vraie équipe, qui soit en lien permanent avec les citoyens et les habitants. Donc tu resteras jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et j'espère avoir la confiance d'une majorité de Parisiennes et de Parisiens. Ça, on le verra bien. Jusqu'au bout du mandat après. Ça, on le verra. Si tu avais l'occasion de donner un conseil au jeune Pierre-Yves Bournazel, tu lui dirais quoi? Au jeune Pierre-Yves Bournazel? Ouais. Sois moins prudent. Moins prudent, ouais. Sois moins réservé. Sois plus flexible. Fonce. Ouais. Engage-toi. Engage-toi. Il n'était pas assez engagé? Ah si, mais il faut être toujours engagé. Quand je sais le jeune Pierre-Yves, c'est tous les jeunes d'aujourd'hui, de leur dire engagez-vous. Associations, entreprises, auprès de vos proches, en politique, où vous voulez, mais engagez-vous. On en a besoin. On a un bien précieux, c'est notre démocratie. Elle n'est pas intangible. Nos démocraties sont menacées, notre état de droit aussi. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes partout, dans nos territoires, qui se battent pour l'essentiel. Et il faut faire vivre cette démocratie en s'engageant partout où on le peut. Quand on s'engage dans un club de foot, de rugby ou de tennis, ça compte. Quand on s'engage dans une troupe de théâtre ou quand on s'engage pour le soutien scolaire, pour le patrimoine, ça compte. Si on s'engage dans un parti politique, dans un syndicat, ça compte aussi. Il faut s'engager dans le respect de l'autre. C'est vraiment, pour moi, essentiel parce que on sent monter les tensions dans notre société et le rejet de l'autre, la haine de l'autre. Et ça, c'est l'affaiblissement de notre démocratie. Et quand on ne peut plus se parler, ça devient très dangereux. Et là, vous avez des gens qui attrapent la situation et tirent la couverture à eux et vont dire « à moi tout seul, j'ai la solution » et tout le monde se met au garde à vous. Pour éviter cette situation, il faut s'engager et faire vivre notre démocratie au quotidien. Est-ce que tu as un regret personnel? Un regret personnel? Ouais. Peut-être qu'on dit pas assez je t'aime aux gens qu'on aime. Ouais. Voilà. Et quelqu'un à qui tu voudrais dire je t'aime? Je vais le dire aux Parisiennes et aux Parisiens, que je les aime. On voit qu'on est en campagne quand même. Oui, il faut être moins réservé et moins prudent, paraît-il. Donc ça y est, je me lance. À chaque fin d'émission, on propose à nos invités d'aborder un sujet. Celui que tu veux, pas forcément trop partisan, mais celui que tu veux. Pas trop partisan et... Pas trop polémique, pas trop politique. Oui. Moi, je dirais la question de l'aide alimentaire. Très jeune, à Tulle, au Resto du Cœur, j'avais été concerné. C'est un sujet que j'ai toujours suivi de près et qui a été relancé effectivement par la Covid. Et lorsque je suis allé aider des associations, j'ai vu des personnes en souffrance, mais ça, je l'imaginais bien déjà. Je voyais bien l'exclusion, les gens qui sont dans nos rues. Mais j'ai vu aussi quelques familles que je connaissais bien et qui ne sont pas forcément dans la grande précarité, mais qui penchent vers. Donc il y a urgence là-dessus, ça touche des publics jeunes, étudiants, apprentis, jeunes travailleurs, mais aussi les familles. Et donc ça, c'est un engagement qui me paraît vraiment essentiel, c'est de tendre la main aux autres. Et puis, il y a la question des sans domicile fixe, des personnes qui vivent dans la rue, et quelle que soit la raison, des personnes de passage, des personnes qui sont là depuis longtemps, des réfugiés, des jeunes, des moins jeunes, il faut les sortir de la rue. C'est un sujet très compliqué. J'ai fait deux propositions fortes dans le débat public. Okay. La première, c'est de permettre
à la ville de Paris, par exemple pour Paris, mais ça pourrait être vrai dans toutes les villes de France, de racheter les hôtels économiques une étoile, de les remettre aux normes et d'en faire de l'hébergement d'urgence durable pour mettre les gens à l'abri, qu'ils aient un toit pour les protéger dans leur santé et dans leur sécurité. Et ainsi, on règle aussi beaucoup de problèmes dans l'espace public. Mmh. J'ai proposé aussi le Airbnb de la solidarité. On a monté ce dispositif-là avec... Ce serait quoi exactement? Eh bien, ça, sur la base de volontariat, les habitants pourraient un jour par semaine, une semaine par mois, un mois par-ci par-là dans l'année, comme ils veulent, en lien avec les associations et la ville, accueillir chez eux des personnes qui seraient évidemment recommandées par les associations pour les mettre à l'abri. Je pense notamment en priorité aux mamans avec leurs enfants, car il y a aujourd'hui à Paris malheureusement des enfants dans la rue. Et ça, gauche, droite, tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible. Ça sera un combat à mener très difficile, parce que ça ne se gère pas coup d'il y a 4 faucons, mais c'est un combat plus qu'honorable, parce que c'est un combat profondément humain. Et ce combat-là, il faut le mener, et à ma modeste place, avec d'autres, j'essaie de contribuer à amener des nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions permettraient de régler pas mal de problèmes. Voilà. Et on le voit partout dans nos rues aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut se prendre à main. Et j'en profite pour remercier toutes les associations, tous les professionnels et bénévoles qui s'engagent chaque jour et qui mènent un travail difficile, mais tellement essentiel, parce que chaque jour, en fait, ces personnes sauvent des vies. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous êtes en danger, en permanence. Votre sécurité, votre santé, tout ça peut se dégrader très vite. Donc ça, c'est un combat. Et donc, je pense qu'il faut qu'on le mène collectivement et qu'on soit nombreux à être engagés sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà, la santé, je crois que c'est le plus important. Et puis, à court terme, dans l'année qui vient, de belles rencontres avec les Parisiens avec une issue favorable. Merci Pierre-Yves Bournazel. Merci, cher ami. Merci d'avoir regardé l'Odyssée de Pierre-Yves Bournazel. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Merci également aux donateurs qui nous permettent de produire cette émission. Si vous voulez nous aider, il y a un lien de donation dans la description. À très vite pour une prochaine Odyssée.